Oubliez les images d'Épinal que l'on vous montre à l'école. Ces films en noir et blanc, où de belles jeunes filles embrassent des soldats américains sous une pluie de fleurs et de confettis, car derrière l'euphorie officielle de la libération se cache un bain de sang terrifiant que notre nation préfère hypocritement taire. Bienvenue dans ma bibliothèque, mes amis. Asseyez-vous, mais je vous préviens, l'histoire d'aujourd'hui n'a rien de glorieux, elle sent la poudre, la lâcheté et la vengeance aveugle. Nous allons parler de l'épuration sauvage de l'été 1944, cette période chaotique où la France, tout juste délivrée du joug nazi, a sombré dans une folie meurtrière où le voisin tuait son voisin sans le moindre procès. Imaginez un pays qui a vécu pendant 4 longues années dans la peur constante, la faim, la délation quotidienne, une nation humiliée où la méfiance était devenue la règle absolue de survie. Lorsque les troupes allemandes commencent enfin à fuir face à l'avancée des Alliés, un vide de pouvoir abyssal se crée soudainement dans nos villes et nos villages, et la cocotte minute de la rancœur accumulée finit par exploser avec une violence inouïe. La justice légale n'existe plus. La police est discréditée pour avoir servi le régime de Vichy. Et c'est alors que la rue prend le contrôle, instaurant ce que certains historiens appellent la terreur de la libération. Dans cette confusion totale, on voit soudainement apparaître ceux que l'on surnommera avec amertume les résistants de la 11e heure ou les résistants de septembre. Des hommes qui n'avaient souvent rien fait pendant l'occupation, qui s'étaient éthérés dans le silence, mais qui, sentant le vent tourner, enfilent un brassard FFI trouvé à la hâte, saisissent un fusil et s'improvisent juges, jurés et bourreaux. Sous couvert d'épurer le pays des traîtres et des collaborateurs, une vague de règlements de comptes personnels déferle sur la France entière, permettant à des criminels d'effacer leurs dettes, à des rivaux commerciaux d'éliminer leurs concurrents, ou tout simplement à des lâches de faire oublier leur propre compromission en criant plus fort que les autres à la mort des collabos. On murmure que des milliers d'exécutions sommaires ont eu lieu dans les cours de ferme, au coin des bois ou contre les murs des cimetières, sans la moindre enquête, sur une simple rumeur, une lettre anonyme ou un regard de travers. Les véritables héros de l'armée des ombres, ceux qui avaient risqué leur vie sous la torture de la Gestapo, assistaient souvent, impuissants et écœurés, à cette mascarade sanglante où la justice était rendue à bout portant par des tribunaux improvisés qui ne prenaient même pas la peine de vérifier l'identité des condamnés. Les estimations officielles parlent de 9 à 10 000 morts lors de cette épuration extrajudiciaire. Mais des voix discordantes laissent entendre que le véritable bilan, étouffé pour ne pas briser le mythe d'une France unie dans la résistance, pourrait être bien plus lourd et effrayant. Ce qui s'est joué dans l'ombre de l'été 1944 est une tragédie de la nature humaine, une leçon effrayante sur ce qui se passe quand les lois s'effondrent et que la bête humaine est relâchée. La France, déchirée par 4 ans de propagande et d'atrocités, était devenue un baril de poudre psychologique, et beaucoup de citoyens ordinaires, qui avaient les fermé les yeux ou même profité du marché noir avec l'occupant, ressentaient le besoin urgent et maladif de se racheter une virginité patriotique. Quel meilleur moyen pour prouver qu'on est un bon Français que de désigner son voisin comme un traître absolu? Les miliciens de Vichy, responsables des pires exactions, étaient traqués comme des bêtes sauvages. Et lorsqu'ils étaient capturés, la foule haineuse ne laissait souvent même pas le temps au FFI de les interroger. Ils étaient lynchés, battus à mort, piétinés sur la place publique dans des scènes d'une sauvagerie digne du Moyen-Âge. Mais la terreur ne s'abattait pas seulement sur les coupables évidents. Dans la folie de l'épuration sauvage,
des innocents ont péri par centaines, victimes de vieilles querelles de clochers, de conflits fonciers qui dataient d'avant-guerre, ou tout simplement de la folie meurtrière d'individus instables à qui l'effondrement de l'État avait soudainement confié une mitraillette et un droit de vie ou de mort. On raconte l'histoire terrible de ces notables de province, maires ou industriels, abattus non pas parce qu'ils avaient collaboré, mais parce que leur mort permettait à des factions politiques rivales de prendre le contrôle de la région avant que le gouvernement du général de Gaulle n'ait le temps de rétablir l'autorité. C'était une véritable course de vitesse macabre, une orgie de violence justifiée par un patriotisme de façade où le bruit sec des rafales résonnait chaque nuit, couvrant les cris de ceux qui suppliaient qu'on leur accorde un procès équitable, un prix terrifiant du retour à la République dont les archives refusent encore de livrer tous les secrets de peur de ternir à jamais l'auréole sacrée des libérateurs. Mais si les balles de l'épuration sauvage frappaient aveuglément les hommes dans l'obscurité des bois, il existait un châtiment public encore plus pervers, un rituel de honte et d'humiliation absolue qui était réservé presque exclusivement aux femmes de notre pays. Imaginez la scène la plus glaçante et la plus lâche que l'on puisse concevoir. Une scène qui s'est répétée dans presque chaque ville et chaque village de France à l'été 1944, sous les yeux complices ou terrifiés d'une foule en délire. Nous allons aborder le tabou ultime de la libération, le sort tragique de celles que l'on a tristement appelées les tondues, ces milliers de Françaises accusées de ce que les tribunaux populaires improvisés nommaient avec mépris la collaboration horizontale. On raconte que près de 20 000 femmes, à travers tout le territoire national, ont subi les foudres de cette justice de la rue. Une justice expéditive et misogyne qui ne cherchait pas la vérité, mais un exutoire viscéral à 4 années de frustration et de peur. Leurs crimes supposés étaient variés et souvent tragiquement humains. Certaines s'étaient effectivement affichées avec des officiers de la Wehrmacht ou de la Gestapo, profitant du luxe et du marché noir, pendant que le reste de la population crevait de faim, mais beaucoup d'autres, peut-être la grande majorité, n'étaient que de jeunes femmes tombées sincèrement amoureuses d'un soldat ennemi, ou, plus déchirant encore, des mères célibataires, acculées par la misère qui avaient dû se vendre pour pouvoir nourrir leurs enfants en bas âge. Mais la foule vengeresse de 44 ne s'encombrait ni de nuances ni de pitié, elle avait soif de coupables faciles, de boucs émissaires sur lesquels déverser toute sa rage et laver sa propre lâcheté passée. Dès que les Allemands pliaient bagages, des cortèges haineux se formaient spontanément, on allait chercher ces femmes chez elles. On les traînait de force sur la place publique, souvent devant la mairie ou le monument aux morts, pour les livrer en pâture aux huées et aux crachats de leurs propres voisins. Là, sous les rires gras et les insultes de ceux-là même qui, la veille encore, baissaient docilement la tête devant l'occupant, on les asseyait sur une chaise, au vu et au su de tous, et on sortait les tondeuses ou de simples ciseaux rouillés. Les bourreaux d'un jour, qui portaient parfois un brassard fraîchement cousu pour se donner un vernis de légitimité résistante, s'acharnaient alors à tondre entièrement la chevelure de ces malheureuses, les dépouillant de leur principal attribut de féminité, les marquant au fer rouge de la honte indélébile. Mais la torture psychologique ne s'arrêtait pas là, mes amis, car on murmure avec effroi que dans de nombreuses communes, la sauvagerie populaire allait jusqu'à dénuder ces femmes, les frapper à coups de poing ou de bâton, et à leur peindre de grandes croix gammées au goudron noir sur le visage, le crâne ou la poitrine nue, avant de les forcer à défiler pieds nus à travers les rues de la ville sous les jets de pierres et d'ordures.
C'était un véritable carnaval de la cruauté, un défoulement collectif pathétique où la nation entière semblait vouloir expier ses propres fautes de collaboration en sacrifiant publiquement les plus faibles et les plus vulnérables de ses citoyennes. Des photographies d'époque, insoutenables quand on les regarde avec l'œil de l'humanité, nous montrent des mères tenant leur bébé dans les bras, le crâne rasé, le visage décomposé par la terreur et les larmes, entourées par une meute d'hommes et de femmes au sourire sadique. Les véritables acteurs de la résistance, ceux qui avaient combattu dans l'ombre au péril de leur vie, exprimaient souvent un dégoût profond face à ces scènes de lynchage l'avilissantes, comprenant que tondre une femme sans défense n'effacerait jamais la honte des années de soumission de la France. Le poète Paul Éluard aurait d'ailleurs pleuré de rage en voyant ce spectacle d'une barbarie inouïe, conscient que notre pays était en train de perdre une part de son âme dans cette vengeance de caniveau. Ces femmes tondues, brisées à jamais, marquées par le sceau de l'infamie, ont souvent dû fuir leur région, se cacher pendant des années, emportant avec elles le lourd secret de leur humiliation, tandis que leurs bourreaux de la place publique, ceux qui tenaient les ciseaux, retournaient tranquillement à leur vie de bons citoyens, s'inventant parfois même un passé de héros glorieux, une hypocrisie nationale vertigineuse dont les cicatrices invisibles refusent encore aujourd'hui de se refermer totalement. Il est une vérité cruelle que l'histoire nous enseigne à chaque effondrement d'un empire. La justice de la rue n'est jamais la véritable justice. Elle n'est que la vengeance aveugle déguisée sous les haillons de la vertu patriotique. Au fur et à mesure que l'été 1944 laissait place à un automne pluvieux, la France libérée menaçait de sombrer définitivement dans une guerre civile sanglante, un abîme où chaque citoyen pouvait s'improviser bourreau au nom d'une pureté nationale souvent bien hypocrite. Le général de Gaulle, redescendant triomphalement les Champs-Élysées, avait parfaitement conscience de ce péril mortel qui rongeait les fondations mêmes de la République qu'il tentait de restaurer. Pour lui, l'État seul, et non la milice locale ou la foule en colère, devait détenir le droit de punir la trahison. Car laisser l'épuration sauvage se poursuivre, c'était accepter que la barbarie nazie ait finalement infecté l'âme française. On raconte que son obsession absolue, dès les premiers jours de son gouvernement provisoire, fut de désarmer les maquisards incontrôlables, d'intégrer les véritables combattants volontaires dans une armée régulière, et surtout de remplacer les pelotons d'exécution improvisés dans les bois par des cours de justice officielle, avec des magistrats, des avocats et des lois. Ainsi naquit l'épuration légale, une vaste entreprise judiciaire destinée à canaliser la soif de vengeance de la population, à juger les collaborateurs, les miliciens et les profiteurs de guerre de manière structurée, mettant officiellement fin au lynchage public et aux tontes dégradantes sur les places de village. Des milliers de procès furent organisés, certains menant à l'exécution de figures tristement célèbres de la collaboration, comme Pierre Laval, tandis que la peine de l'indignité nationale frappait ceux qui avaient pactisé avec l'ennemi. Mais le mal, mes amis, le mal profond et insidieux était déjà fait, et l'ombre de l'épuration sauvage allait hanter les consciences pendant des générations. Car si la justice d'État avait repris ses droits, elle n'a jamais pu effacer les milliers de cadavres d'innocents ou de coupables mineurs jetés dans des fosses anonymes durant l'été, ni réparer les vies brisées de ces dizaines de milliers de femmes tondues, humiliées et bannies de leur propre pays pour avoir simplement aimé ou survécu. L'ironie la plus glaçante, l'injustice suprême de cette période trouble,
réside dans le fait que de nombreux véritables profiteurs du marché noir, des industriels cyniques qui avaient bâti des fortunes en vendant du ciment pour le mur de l'Atlantique, s'en sont sortis presque sans égratignure grâce à leurs relations ou à des dons opportuns à la résistance de la dernière heure. Pendant ce temps, ceux qui hurlaient le plus fort dans les foules lynchardes, ceux qui maniaient les ciseaux avec un sadisme décomplexé pour tondre les jeunes filles, sont souvent rentrés chez eux la conscience tranquille, s'érigeant même parfois en notables respectés de la Nouvelle-France d'après-guerre. Aujourd'hui, en refermant ce dossier lourd de honte et de sang dans la pénombre de ma bibliothèque, je me tourne vers vous et je vous demande de regarder notre histoire en face, sans le filtre rassurant des mythes officiels. La libération fut un moment de joie indescriptible, oui, mais elle fut aussi le théâtre de nos instincts les plus vils, prouvant que la frontière entre la civilisation et la sauvagerie est aussi fine qu'une lame de rasoir. Ce soir, je vous laisse seul juge de ce chaos moral, mes amis, et le débat qui va s'ouvrir dans les commentaires ci-dessous s'annonce électrique. Dites-moi, l'épuration sauvage était-elle le mal nécessaire d'un pays traumatisé qui avait besoin d'exploser pour se purifier, ou restera-t-elle à jamais une tache indélébile de lâcheté sur l'honneur de la libération? Les véritables héros étaient-ils ceux qui combattaient dans l'ombre ou la foule qui crachait sur les vaincus? J'attends vos réflexions, vos arguments et vos indignations avec la plus grande impatience, car c'est en comprenant nos pires heures que nous protégeons notre avenir. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans la vérité historique et à très bientôt.